On entend beaucoup d'idées reçues sur le QI. Vous savez, des phrases du genre non mais ça, tu vois, c'est le genre de choses que je suis pas assez intelligent pour comprendre, moi. Moi j'ai fait un test de QI sur internet, ils m'ont dit que j'étais plus intelligent que Einstein, non mais allez. Non mais le mec, il a trop un gros QI, il est trop intelligent, quoi. Ok. Donc faut que je fasse un épisode. La théorie du quotient intellectuel, ou QI, est née en 1905 dans l'esprit du français Albert Binet. Ce psychologue s'est fixé pour objectif d'établir une échelle pour mesurer l'intelligence humaine chez un individu. Son but était de créer un test qu'il pouvait faire avec tout le monde, afin de mesurer leur intelligence comme il mesurerait la taille ou le poids par exemple. Pour ce faire, il va poser des questions à l'individu et en fonction des réponses, sortir une valeur. La grosse différence avec le poids ou la taille, c'est qu'avec la taille par exemple, on a une mesure étalon, le centimètre, et en fonction de ça, on mesure la taille. C'est simple. Ici, on a un test sans vraiment d'échelle fixe, donc en fonction du résultat, 19 ça peut être un bon score, 150 ça peut être un bon score, on fait ce qu'on veut. Très vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec les enfants qui pouvaient répondre complètement autre chose d'un âge à l'autre, indépendamment de leur intelligence. Il a donc dû imaginer un concept qu'il a appelé l'âge mental. Le but est de déterminer avec le test l'âge que l'enfant a dans sa tête. Ensuite, on divise par l'âge physique de l'enfant et on obtient un pourcentage qu'on va multiplier par 100 parce que c'est plus joli. Ainsi, on obtient une moyenne à 100. Plus on est en avance par rapport aux autres, plus on est en dessus de 100. Plus on est en retard par rapport aux autres, plus on est en dessous de 100. Le test de QI, qu'on appelait donc à l'origine test de Binet, n'a cessé d'évoluer depuis sa création, pour 3 raisons principales. Premièrement, il voulait que cela ressemble à une courbe de Gauss. Oula, vous inquiétez pas, je vais rester simple. Une courbe de Gauss ressemble à ça. On s'en sert en statistique pour répartir les individus, comme pour le poids par exemple. C'est très utile, parce qu'avec seulement 2 valeurs, on peut calculer plein de choses très facilement. Donc toute la difficulté pour ceux qui créent des tests de QI, c'est qu'à la fin, ça doit ressembler à ça. Pour tout le monde. Tout le monde dans le monde. Deuxièmement, parce que l'intelligence dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on vit. On peut absolument pas comparer quelqu'un qui a joué toute sa vie aux jeux vidéo ou quelqu'un qui n'y a jamais joué. Parce que c'est de la triche. Donc en fait, il faut constamment mettre à jour le test. Et troisièmement, il fallait créer un test pour tout le monde, parce que si tous les psychologues faisaient leurs tests dans leur coin, ça marchait moyen. Le truc qu'il y a avec ce test, c'est qu'on l'a détourné à plusieurs reprises de son objectif initial. Par exemple, en 1912 aux États-Unis, imaginez-vous, vous êtes émigré aux États-Unis, vous parlez probablement pas un mot d'anglais, vous avez passé des jours et des jours de voyage dans un bateau, à mal dormir, à mal manger, vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Vous arrivez aux États-Unis, là on vous fait passer un test de QI simplifié, et si vous êtes trop bas, on vous refuse d'entrer dans l'État. Encore pire, dans les années 50-60 en Angleterre, on faisait passer à tous les enfants un test de QI. En fonction des résultats, on les orientait dans tel ou tel corps de métier. Ils avaient intérêt à bien dormir le jour d'avant, les pauvres gosses. Après la Seconde Guerre mondiale, l'anglais Cyril Burt devient le psychologue le plus célèbre du monde. Avec 2-3 preuves complètement inventées, il va prouver que l'intelligence est complètement héréditaire. Alors, les preuves étaient complètement bidons, oui. C'était des conneries, oui. Mais les gens l'ont cru. Voilà. Et c'est là qu'entrent en scène les eugénistes. L'eugénisme, c'est une pratique qui consiste à manipuler les gènes du genre humain dans le but de le faire devenir meilleur. Ici, ils sont importants car à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est globalement mieux d'être intelligent. Et c'est important car à l'époque, on pensait que l'intelligence était juste une affaire de gènes. Donc le but des eugénistes était clairement d'empêcher les gens au QI bas de se reproduire. Parmi ces gens-là, il y avait aussi beaucoup d'Américains qui ont profité de cette théorie pour justifier la ségrégation raciale qu'il y avait en vigueur aux États-Unis. En fait, ils étaient juste en pleine dissonance cognitive. Ils voulaient pas admettre que, aux yeux de la science, tous les humains sont égaux. Ils voulaient une preuve pour justifier leur racisme et n'importe quel gugus pouvait venir avec des preuves en carton. Ils l'auraient cru. Parmi ces gens-là, il y avait aussi le docteur William Shockley. C'était un eugéniste milliardaire qui proposait aux gens de QI inférieur de se faire stériliser en échange d'argent. Et comme ça, il se disait qu'il améliorait le patrimoine génétique global.
Et rigolez pas les mecs, hein. Et si vous vous demandez, mais c'est qui ce Gugus raciste? Un prix Nobel de physique, pour l'invention du transistor. Bon, heureusement ce genre de pratique a fini par disparaître avec le temps, et le test de QI a pu redevenir ce qu'il était à l'origine, un test de psychologie, soumis à une grande rigueur scientifique. Ce détour historique sur le QI en lui-même est à présent terminé, on va voir maintenant s'il est capable physiquement de mesurer l'intelligence. En 1983, Howard Gardner publie un livre qui sera une révolution dans le domaine de l'intelligence humaine, les intelligences multiples. Selon ce livre, l'intelligence ne serait pas unique mais multiple. On aurait plusieurs intelligences. Il y en aurait 8 en tout, et je préviens, la moitié ont des noms chiadés. L'intelligence linguistique, c'est votre capacité à parler, à utiliser des mots corrects pour exprimer vos pensées. L'intelligence logico-mathématique, c'est l'intelligence que vous utilisez lorsqu'il y a un problème de logique ou dans tous les domaines des sciences dures. L'intelligence musicale, c'est bien sûr l'intelligence que vous utilisez lorsque vous écoutez de la musique, que vous composez ou que vous jouez de la musique. Et d'ailleurs, le fait d'avoir une intelligence musicale développée permet de mieux retenir la musique, indépendamment de la qualité de votre mémoire. L'intelligence visuelle spatiale, c'est l'intelligence qui permet de créer une image de quelque chose dans sa tête. Et c'est aussi très utile en art, comme en architecture par exemple. L'intelligence kinesthésique, c'est toute l'intelligence liée au mouvement. Si vous faites n'importe quelle activité qui nécessite de répéter des mouvements de manière précise, vous utilisez votre intelligence kinesthésique. Évidemment, cette intelligence est très utile en sport. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence du connais-toi toi-même. Savoir quelles sont nos qualités, nos défauts, nos forces et nos limites, sans qu'on ait besoin de nous le dire. Et c'est aussi savoir s'accepter tel que l'on est. L'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence utilisée dans le social, c'est savoir déterminer les tempéraments de chacun, savoir réagir face à tel ou tel type de personne, etc. Et enfin, l'intelligence naturaliste, c'est savoir comprendre la nature, l'organisation du vivant, et j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Donc la prochaine fois que vous vous direz « je suis pas intelligent », rappelez-vous de cette liste et vous verrez que au moins dans cette liste, il y a une intelligence que vous possédez. Vous êtes sûrement capable de dire quelle intelligence vous possédez le plus, on appelle ça l'intelligence dominante, et celle que vous possédez le moins. Et ce qui est beau, c'est que ça, ce n'est pas définitif. Notre cerveau a une capacité très spéciale qui s'appelle la plasticité cérébrale. En gros, il va développer automatiquement les zones qui sont le plus sollicitées. Par exemple, si dans votre travail vous n'utilisez jamais votre intelligence musicale, mais que vous utilisez beaucoup votre intelligence linguistique, la partie consacrée à l'intelligence musicale va baisser, au profit de la partie consacrée à l'intelligence linguistique. Et ce processus va être répété tout au long de votre vie par votre cerveau. Tout ça pour dire que l'organisation de votre cerveau, donc votre QI, n'est pas définitif. Oui, parce qu'évidemment le test est fait pour calculer le QI à un moment donné. Si vous utilisez avec intensité votre cerveau sur une longue période, votre QI finira sûrement par augmenter. Ou par contre, si vous fumez du shit, là votre QI finira par baisser. Et ça par contre c'est définitif. Putain, c'est hyper ingrat en fait. Et par contre, la légende urbaine qui veut que le QI augmente de 5 points par an ou quelque chose comme ça, c'est des conneries. Si on continue d'avancer dans le temps, on arrive au début d'Internet et la multiplication des tests de QI gratuits. Alors qu'on soit clair, si vous en avez fait un sur Internet gratuitement, il y a 99,9% de chances qu'il soit complètement bidon. D'autant que la plupart de ces sites vous comparent avec des gens comme Mozart ou Isaac Newton, qui sont nés donc avant la création du test de QI, ou même des gens comme Einstein qui sont nés après le test mais qui n'ont jamais passé. Si vous voulez vraiment faire un vrai test de QI, il faut que vous alliez voir un psychologue qui en fait. Alors oui, c'est payant, mais pensez bien aux centaines de psychologues qui se sont succédés pour améliorer ce test encore et encore au fil des années. Et surtout, un test de QI, c'est pas 3 questions, mais 20 questions. Pour en finir avec l'historique, on va maintenant parler des recherches en cours. Il existe encore aujourd'hui beaucoup de gens persuadés que le QI est une affaire de gènes. Le problème avec cette théorie, c'est qu'elle est difficile à prouver ou à réfuter parce que l'intelligence dépend beaucoup de l'endroit dans lequel on vit. Parce que le fait d'avoir ou non accès à des choses qui stimulent l'intelligence dépend en grande partie de votre classe sociale. Mais ce qui est sûr, c'est que l'intelligence n'est pas que une affaire de gènes. Beaucoup d'études sont toujours en cours pour essayer de déterminer l'existence ou l'inexistence d'un gène de l'intelligence. Genre un gène, tu l'as, t'es plus intelligent. Il y a notamment l'Institut d'études génétiques de Pékin, qui est le plus grand centre de séquençage ADN du monde. Ils ont depuis plusieurs années un programme qui vise à déterminer quel est le gène de l'intelligence et pour ça ils vont séquencer l'ADN de plein de gens intelligents. Des centaines de prix Nobel de surdoués sont venus donner leur séquence ADN dans ce programme et au final c'est 2000 esthètes qui auront participé. Alors pour quel résultat ?
Alors ils ont trouvé 3 gènes que si on les a font un boost de QI. À eux 3, ces 3 gènes font un boost de 0,3 points. Pour rappel, dans les gens qui ont participé à ce programme, la moyenne doit être à 140-150. Bah ça valait le coup. Voilà pour l'historique. On peut donc voir qu'il y a 2 problèmes majeurs avec le QI. Premièrement, les impostures. Alors ça j'en ai déjà parlé, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller chercher sur YouTube le documentaire QI, l'histoire d'une imposture. Ce qui est un titre un peu mensonger parce qu'il fait oublier par là même le travail de centaines de psychologues qui eux sont sérieux. Mais c'est un bon documentaire quand même. Le deuxième problème avec le QI, c'est qu'on veut lui faire dire trop de choses. Regardez par exemple la théorie des intelligences multiples. La moitié des types d'intelligence n'est simplement pas possible à calculer dans un test. Donc en fonction de votre intelligence dominante, le test va être faussé, forcément. Et surtout, il est impossible de donner une valeur chiffrée exacte de l'intelligence humaine ou encore de donner une échelle universelle pour la quantifier. Le test de QI, lorsqu'il est réalisé avec rigueur, permet de donner une vague indication sur l'intelligence de quelqu'un. Et il ne promet pas de faire plus. Et d'ailleurs, c'est principalement pour ça qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Alors attention là, je veux vraiment forcer personne avec ce que je vais dire. Les gens qui s'éloignent trop de la moyenne, dans un sens comme dans l'autre, ont souvent besoin d'une attention particulière. Alors vous imaginez pas des trucs de fou, ça dure rarement après l'adolescence et ce n'est pas obligatoire. Mais par exemple, un surdoué peut avoir un cerveau qui fonctionne différemment des autres. Il faut alors lui expliquer comment fonctionne le cerveau de la plupart des gens, parce qu'il ne peut pas le deviner tout seul. Et ensuite, une fois qu'il le sait, ça se passe bien. Et sinon pour les gens qui se vantent de leur QI ou qui le comparent à celui des autres, non seulement ils sont à la ramasse d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue scientifique. Ce n'est pas un test qui a été fait pour qu'on compare les résultats. Ça n'a pas de sens de se comparer aux autres dans ces cas-là. Ce n'est pas fait pour être comparé. Voilà, avec tout ça, j'espère que le concept de QI est maintenant plus clair pour vous. N'hésitez pas à me dire si j'ai dit une bêtise dans les commentaires ou à laisser votre avis sur la vidéo. Je tenais particulièrement à faire cet épisode, déjà pour briser les idées reçues, et aussi parce que la plupart des gens qui disent qu'ils ne sont pas intelligents n'essayent même pas. Je terminerai donc en vous donnant un important conseil. Quoi qu'il arrive... Prenez le temps d'y... Ah non. Utilisez votre cerveau.